Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender, toujours dans la formation, toujours dans l'édition des mèches. Et aujourd'hui, quelque chose de très basique, de très courant, mais d'ultra important, il s'agit de la réalisation d'un bevel. Alors qu'est-ce qu'un bevel, bevel? Il y a plusieurs prononciations en fonction de l'accent ou autre. On peut le traduire comment? On pourrait le traduire en chanfrein en français. C'est une sorte de découpe oblique sur les arêtes d'un objet, quelque chose qu'on pourrait avoir en menuiserie avec une fraise, un fraiseur. Donc ça permet vraiment d'avoir une forme spécifique sur les arêtes des objets. Ça peut nous permettre d'adoucir les objets, d'accentuer les accroches de lumière. Je vais vraiment insister sur plein de paramétrages. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer concrètement à quoi ça ressemble, comment on fait des bevels sur des arêtes, sur des points, sur des faces, et raccourcis visuels et des petits exemples très pratiques sur des objets pour vous montrer un petit peu comment on pourrait modéliser ça. Ok ? Donc, ceci étant dit, démonstration très rapide pour que vous puissiez comprendre ce qu'est un bevel. Je vais sélectionner par exemple ces deux arêtes-là. Je vais faire un raccourci clavier magique qui est CTRL-B. Il est facile à retenir, c'est la première lettre du mot bevel. Donc si vous retenez bevel, vous avez le raccourci clavier. CTRL-B, j'étire un petit peu, et voilà ce que ça fait. Donc ça me permet vraiment de créer des sortes de faces obliques par rapport à une sélection que je vais pouvoir utiliser pour une modélisation qui va ressembler par exemple à ceci. Donc c'est très pratique, ça a plein de fonctionnalités. Là, je voulais montrer sur des arêtes. Sachez que c'est un comportement différent en fonction de si vous sélectionnez des arêtes ou des faces. C'est un petit peu similaire, vous allez voir, mais globalement, il y a une petite subtilité. Et des points, là, c'est vraiment totalement différent. Donc le raccourci visuel, si jamais vous intéresse, je vous le montrerai à la fin. Il est ici, bevel. Je vous le conseille pas forcément parce que ça apporte pas grand-chose comparé au raccourci clavier. Donc qu'est-ce qui se passe lorsque je fais un bevel? Concrètement, je dois d'abord sélectionner, par exemple, une arête. Très important. Ne sélectionnez pas un point par défaut, vous allez voir qu'il y a une petite subtilité pour ça. Je vais faire un CTRL-B, je vais étirer, et vous voyez que j'ai pas forcément de limite jusqu'au moment où j'arrive sur une structure qui me bloque ma découpe. Et là, normalement, ça vous fait penser à une autre fonctionnalité qu'on a vue récemment. Il s'agit du bisect, qui permet de découper l'objet, de compléter la partie coupée et de supprimer ce qu'il y a dessus ou dessous. On aurait pu obtenir exactement la même chose avec un bisect. L'avantage du bevel, c'est qu'il va rester homogène en fonction de la structure de mon objet. Là, vous voyez que par défaut, j'ai un angle à 90. Donc lui, il va vraiment me faire une découpe à 45 degrés sur mon objet. Donc ça, c'est vraiment dépendant de votre topologie. Et surtout, ultra intéressant, l'arête que j'ai découpée devient une face. Donc en gros, je convertis une arête en face. Très important en termes de topologie. Et la face créée est ce qu'on appelle une quad, donc une face constituée de 4 arêtes. Donc là, j'ai un quad, là j'ai un quad, là j'ai un quad. Par contre, assez mauvais en termes de topologie, ce que je récupère sur le côté, c'est difficilement exploitable. C'est ce qu'on appelle un n-gon. Un n-gon, c'est une face constituée de plus de 4 arêtes. Et c'est vraiment notre némésis quand on fait de la 3D. Pourquoi? Parce que ça va vous embêter quand vous allez faire des UV, quand vous allez faire du rendu, quand vous allez faire du rigging, quand vous allez faire de l'animation, parce que les déformations ne vont pas être jolies. Exemple typique, si je prends un point et que je le déplace, là j'ai une aberration physique, j'ai une face non planaire, mes points ne sont pas alignés, ça va pas du tout. Donc ça, on oublie. La plupart du temps, si vous faites un objet un petit peu isolé en termes de décor, qui n'est pas jouant, qui ne va pas avoir de skin, qui ne va pas avoir de matériaux complexes, ou en gros un objet anecdotique, on va dire que c'est autorisé, mais attention à prendre avec des pincettes, on oublie. Ok? Donc par convention, les handguns, c'est pas quelque chose qui est vraiment exploitable en 3D, donc c'est à limiter au maximum. Des fois on n'a pas le choix, des fois c'est plus pratique, ça nous évite de faire ce qu'on appelle une raw topologie, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus clean, mais voilà, je comptais vous prévenir sur ça quand même, c'est assez important. Donc si je fais des petits CTRL Z, pour revenir un petit peu sur ma topo de base, vous voyez que ce problème, si je sélectionne 2 arêtes, voire 3 arêtes, là j'ai le même problème, handgun et handgun de ce côté. Si je sélectionne 3 arêtes, pareil, handgun de ce côté. Et ce qui est assez intéressant, c'est de remarquer que la seule face qui pose problème, c'est la face adjacente à la seule arête qui n'a pas été sélectionnée. Donc là, si vous suivez un petit peu le raisonnement, ça veut dire que si je sélectionne ces 4 arêtes-là, et donc c'est l'équivalent de sélectionner une face, si je fais un CTRL-B, là je n'ai aucun problème. Pourquoi j'ai aucun problème? Parce que toutes mes arêtes ont été sélectionnées, donc j'ai bien un quad, un quad, un quad et un quad. Et du coup, ça veut dire que là j'ai une topologie exploitable. Alors exemple typique aussi sur ce qui est une topologie non exploitable, imaginez que je fasse ceci. Le fameux CTRL-R qui permet de faire un loop cut qu'on utilise régulièrement en 3D,
vous allez voir qu'il va bloquer lorsqu'il va sortir à un handgun. Pourquoi? Parce que là, quand je fais ça, c'est facile pour Blender d'avoir une continuité de topologie. Donc là, on rentre dans des sujets un petit peu plus complexes, un petit peu plus avancés, mais je veux quand même vous le présenter aujourd'hui. Là, on a une continuité de topologie, on n'a que des quads, donc il arrive à tout découper de manière linéaire, il n'y a aucun problème. Par contre, sur le côté, donc regardez, là, j'ai un quad, donc ça fonctionne. Je vais le mettre par exemple ici. Mais dès que je vais arriver là, problème. Il sort à un handgun, il ne peut pas faire une continuité ici parce qu'il n'a pas vraiment de lien entre les points, les arêtes qui constituent toutes les faces adjacentes. Donc là, premier problème, on ne peut pas découper l'objet. Et il y a plein de soucis comme ça qui sont propres au handgun, c'est pour ça qu'on les évite au maximum. Donc, sélection de face, vous l'avez compris, ça permet d'avoir quelque chose qui est clean. Je pourrais même sélectionner l'intégralité de mon objet, faire un CTRL B, et également, là, j'aurai quelque chose qui est totalement clean. Donc ça peut permettre, pour ajouter plusieurs possibilités. Ça pourrait me permettre de rajouter des topologies que je vais ensuite exploiter. Donc par exemple, sélectionner ces arêtes-là, ces nouvelles faces, celle-ci, voilà, par exemple, tac, toute cette chaîne avec I, voilà, pour faire des petites insertions et faire par exemple des changements de modélisation. Mais ça pourrait servir également à adoucir notre objet. Alors au passage, vous remarquez une petite chose, un petit détail que j'ai oublié parce que je reviendrai juste après. Là, vu que j'ai tout sélectionné, j'ai à la fois des arêtes et des points de sélectionner. Et quelle est la différence entre un bevel sur une arête et un point? C'est qu'une arête se transforme en quad, bien, et un point se transforme en triangle, moins bien. Pas interdit, dans certaines circonstances pour des déformations ou autres, on l'utilise beaucoup en simulation, parce que c'est la seule forme géométrique qui est 100% planaire, quelle que soit la position de vos 3 points. Ça, on y reviendra par la suite si vous voulez. Mais voilà, petite subtilité à ce niveau-là. Quad pour les arêtes converties, triangle pour les points convertis en bevel. Donc je vous ai dit que ça pouvait également servir pour adoucir des objets. Alors adoucir des objets, c'est bien beau, mais là, c'est pas très adouci. On a vraiment des découpes franches, des découpes brutes. Pour adoucir vos objets, on va pouvoir rajouter des subdivisions sur le bevel. Comment ça fonctionne? C'est très simple. Quand je fais un CTRL B, donc je sélectionnais par exemple cette face-là, je fais un CTRL B, j'étire pour modifier le width, donc la longueur, la profondeur, la largeur, vous appelez ça comme vous voulez, de votre bevel, ça dépend vraiment de votre vision. Et tant que j'ai pas cliqué, Blender n'applique pas la modification. Là, c'est une projection de mon futur bevel si je fais un clic gauche. Si je veux rajouter des subdivisions, comment je fais? Je peux augmenter le nombre de subdivisions avec la molette vers le haut. Un coup de molette vers le haut, ça me crée une subdivision. 2 coups de subdivision, etc., etc. Et à chaque fois, je vais obtenir le nombre de faces plus 1 de ma subdivision. Okay, là, j'ai 0 subdivision, donc 0 plus 1, une face. Un coup de molette vers le haut. Une subdivision, donc 1 plus 1, 2 faces. Si je fais 8 subdivisions, 8 plus 1, j'aurai 9 faces, etc., etc. Alors là, je vois souvent des gens qui se disent « Ça, c'est parfait, ça, pour adoucir mes objets. Je vais faire un truc un peu pincé comme ça. Beaucoup de clics molettes. Voilà, là, on est nickel. » Alors, c'est totalement inutile. Pour plusieurs raisons. La première, ça va être très lourd en rendu, très lourd en topologie, galère à gérer pour les matériaux, pour les UV, pour l'animation et le rig, n'en parlons pas, donc ça, on oublie. Si vous voulez faire ce genre de choses, on verra qu'il y a d'autres méthodes beaucoup plus simples et beaucoup plus optimisées, surtout, pour adoucir vos arêtes. Malgré tout, c'est important de faire des bevels souvent sur les arêtes, parce que ça va permettre d'accrocher la lumière de manière un petit peu plus sympa quand vous allez faire de l'éclairage, donc du lighting et du rendu. Dans la vraie vie, il faut savoir que c'est ce qu'on a quasiment systématiquement. Même si vous avez des objets autour de vous qui vous paraissent ultra sharp, ultra bruts en termes de découpe, qu'ils soient manufacturés ou non, souvent, c'est faux en fait. On n'a jamais dans la vraie vie quelque chose qui est pincé à 90% comme ça de manière 100% brute. Et là, par défaut, vu qu'on n'a aucune face intermédiaire, c'est du 100% brut. Donc ça n'existe pas dans la vraie vie. Et du coup, la lumière ne sera jamais accrochée sur l'arête. Elle va soit rebondir sur cette face, soit sur celle-ci. Ne vous inquiétez pas, on verra ça plus en détail quand on verra l'éclairage en 3D. Mais voilà, c'est quelque chose qui n'est pas totalement cohérent. Donc souvent, on va préférer rajouter des petites arêtes comme ça. Alors, nombre de subdivisions, on va dire qu'à partir de 3, c'est suffisant pour des arêtes un petit peu pincées comme ceci. Et là, ça va permettre d'accrocher un petit peu plus la lumière. Vous voyez déjà dans la viewport, on pourrait, je vais désactiver le cavity, on pourrait s'en apercevoir où ça réagit totalement différemment. Déjà juste là, vous voyez, on a des accroches un petit peu de lumière, alors que sur un truc parfaitement brut, on n'a aucune accroche de lumière. Donc ça, c'est pas très beau. Et même si dans la vraie vie, vous avez quelque chose qui vous paraît 100% brut, ben en 3D, on essaie un petit peu de tricher le comportement, la simulation de la vie réelle, donc on rajoute systématiquement des bevels. Donc, autre option intéressante, si je fais un CTRL B, faire molette vers le bas, voilà, pour vraiment avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Derrière ma tête, il y a quoi? Il y a
ceci qui apparaît. Petite option Bevel, vous le connaissez, ce petit panneau, c'est ce qui permet de changer les options de la dernière modification. Donc le Effect, on a Vertices Edges, ça c'est pour changer entre point et arête. On verra le raccourci clavier juste après pour les points. Donc Vertices c'est les points, Edges c'est les arêtes. Vous voyez que c'est un petit peu différent en termes de comportement. Donc ça a son importance. Nous, ce qui nous intéressait, c'est cette partie-là et ce qui est en bas. On a d'abord le width, donc ça c'est ce que je peux changer en déplaçant mon curseur à l'extérieur quand je fais un CTRL B. Attention, rien ne m'empêche de croiser les positions. Donc ça, on oublie, pareil, aberration en termes de 3D, on ne fait jamais ça. Et les options pour éviter ceci, on verra pas aujourd'hui parce qu'il y a plein d'options un petit peu plus avancées, mais vous voyez là, le clamp overlap, ça permet vraiment de bloquer, je ne peux pas dépasser mon bevel, donc ça peut être intéressant de l'activer par défaut, notamment si vous débutez, pour éviter d'avoir des petites aberrations en termes de retournement de face. Donc ça, c'est la longueur de mon bevel. Le segment, c'est le nombre de subdivisions. La shape, elle est très importante, je vais vous la montrer de suite, donc je vais faire exprès de rajouter plein de subdivisions. Vous remarquez que par défaut, on a une subdivision qui est parfaitement linéaire en termes d'orientation différente de face à face. Donc concrètement, ma phrase veut dire quoi? Parce qu'elle n'était pas très explicite, je vous l'avoue. C'est que si je fais une subdivision tout autour de mon objet, je pourrais presque le transformer en sphère parce que j'ai quelque chose qui est quasiment parfaitement sphérique, donc circulaire en termes de subdivision. Parce que j'ai une shape de 0,5, ça veut dire que à chaque fois mon profil, vous voyez, 0,5 égale round, il est arrondi. Qu'est-ce qui se passe si je le mets à 1 au maximum? J'ai quelque chose qui n'est pas du tout arrondi, j'ai quelque chose de brut, donc je n'ai aucun changement de shape, mais uniquement un changement de subdivision. Qu'est-ce qui se passe si je le mets à -1? Je fais exprès de taper à la main pour ne pas vous montrer de choses intermédiaires au début. Mais j'ai le résultat inverse, c'est quelque chose de creusé à 90. Donc par défaut, on est à 0,5. C'est le settings de base qu'on utilise le plus souvent. Mais sachez qu'avec cette valeur-là, vous pouvez par exemple changer l'influence. Donc c'est une sorte de fonction d'inflexion qui va vous changer la forme de votre bevel. Et vous voyez que l'arrondi va être plus ou moins proche de votre bord. Et qu'est-ce qui se passe si je passe en dessous les 0,5? Mais au lieu d'avoir quelque chose de concave ou convexe en fonction de votre valeur de shape, mais je vais pouvoir changer cette valeur-là. Donc là, je vais avoir quelque chose de convexe, là, je vais avoir quelque chose de concave sur ma sélection. Donc ça peut être assez intéressant pour avoir certaines formes qui pourraient être difficiles à modéliser par défaut. Donc voilà. On peut changer tout ça avec la shape. Et c'est pour ça que j'ai augmenté un petit peu le nombre de segments de subdivision, parce que sinon, c'est pas forcément quelque chose qui est visible. Donc maintenant, en plus de cette shape, je vais remettre à 0,5, même si ça n'a pas trop d'importance. On a quelque chose en bas, sur le Profile Type, qui est ultra intéressant. Par défaut, on a du Super Ellipse. Donc c'est quoi? C'est un algorithme qui permet d'avoir quelque chose qui suit un petit peu une courbe homogène, comme on vient de le voir précédemment, qui est du coup définie par cette shape, en fait. Super Ellipse et shape sont étroitement liés. C'est un paramétrage du Super Ellipse. Si je passe en Custom, là, en changeant le meter shape, vous voyez, ça change rien du tout. Ok? Donc là, je peux changer la shape. Là, a priori, ça changerait. Il y a des petites subtilités, mais considérez que cette option n'a quasiment pas lieu d'être quand on utilise le Custom. Le Custom, c'est quoi? C'est tout simplement une courbe. Bon, là, en l'occurrence, une droite, mais on va dire que c'est une courbe de profil qui va définir la manière dont va être modifié notre bevel. Il va le projeter. Donc si je passe, je vais cliquer sur Preset. Le default ne sert à rien, c'est pour faire quelque chose manuel qu'on verra juste après. Mais si je passe par exemple en Support Loop, vous voyez que là j'ai quelque chose d'arrondi. Donc ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait tout à l'heure avec le profil. Mais vous voyez que là j'ai quelque chose qui est défini en termes de coupe de profil. Si je passe en Cornice Molding, j'ai quelque chose vraiment qui va me permettre d'obtenir des résultats ultra intéressants. Et là, c'est vraiment un des rares cas de figure. Vous pouvez augmenter un petit peu le nombre de segments parce que par défaut, si vous avez par exemple un segment, mais une seule subdivision n'est pas suffisante pour obtenir tous les détails que vous avez en bas à gauche. Donc, vous êtes obligé d'augmenter un petit peu. Pareil, n'abusez pas. De toute façon, la limite par défaut, elle est à 100. Mais là, vous voyez déjà à 50, c'est amplement suffisant pour obtenir les résultats que vous avez juste en bas à gauche. Et vous avez plusieurs presets comme ça que je vous invite à découvrir. Celui-là, c'est ce qu'on utilise souvent pour des barreaux de chaises un petit peu anciens ou pour des meubles ou autres, pour des plaintes. On a également les steps qui permettent de faire des sortes d'escaliers. Donc ça, c'est pratique. Et vous pouvez modifier, donc ça, c'est assez intéressant, les presets déjà présents par Blender. Donc là, par exemple, je peux cliquer sur ce point, le décaler, et en temps réel, ça va s'ajuster. Vous pouvez créer du coup ainsi vos propres presets. Je pourrais également aller dans Default, faire un clic sur ma courbe, et vraiment avoir quelque chose, voilà, comme je le souhaite,
en termes de modification. Donc c'est ultra intéressant, et sachez que tout ça, ça s'applique à la fois sur les edges et sur les vertices. Le résultat, vous voyez, est totalement différent, mais il arrive à projeter ce profil-là sur le bevel. Donc en parlant de vertices, qu'est-ce qui se passe lorsque je passe en vertices? Mais Blender, il simule un autre raccourci clavier, qui n'est pas le CTRL B. C'est pour ça que c'est un petit peu traître. Si je sélectionne ce point-là et ce point-là, par exemple, si je fais un CTRL B, Blender va comprendre que je vais faire un bevel. Alors attendez, je vais repasser en super ellipse. Si je sélectionne ces deux points-là, Blender va comprendre que je vais faire un bevel sur l'arête intermédiaire. Donc ça, c'est pas fou. Si je sélectionne un seul point, quand je fais CTRL B, il va rien comprendre. Parce qu'il me dit, bah attends, tu veux un bevel sur une arête, mais tu n'as pas sélectionné d'arête. Donc là, il peut pas le faire. Il y a un raccourci clavier magique pour faire des bevels, non pas sur des arêtes, mais sur des points. On va rajouter la touche Shift. Donc CTRL Shift B permet de faire un bevel sur un point. Et c'est exactement les mêmes paramétrages, donc je ne vais pas y revenir dessus, mais ça fonctionne pareil. Avec Molette, on rajoute des subdivisions, donc là, ça donne quelque chose d'ignoble en termes de topologie, mais sachez que ça existe. Et on a tous les paramétrages qu'on a vus précédemment qui existent. Ok? Alors pourquoi on a été obligé de faire un raccourci supplémentaire? Parce que là, si je sélectionne ces deux points, le Blender, il ne peut pas savoir si je fais un bevel sur cette arête-là ou sur les deux points. Donc CTRL B, je rappelle, arrête. CTRL Shift B, là, ça va me prendre les points. Donc je pourrais sélectionner l'intégralité de mon objet avec A, faire CTRL Shift B, et j'aurai un rendu totalement différent par opposition au raccourci clavier avec CTRL B, qui permet vraiment d'avoir un bevel sur les arêtes. Et là, vous voyez, quand j'ai ceci, l'avantage, c'est que je peux faire avec un double I, par exemple, des insertions, long normals. Donc tout ça, vu que vous avez suivi avec assiduité les vidéos précédentes, vous connaissez. Donc pour faire des modélisations rapides, vous voyez, c'est sympa. Donc maintenant, 2-3 exemples pratiques. Quand est-ce qu'on va utiliser le bevel? Imaginons que je vais y réaliser une sorte de plainte ou un cadre d'un tableau. C'est toujours sympa, je change un petit peu l'échelle, toujours sympa de rajouter des petits détails. Donc sélectionner cette arête, faire un CTRL B. Voilà, comme ceci. Je vais rajouter des subdivisions avec molette parce que je veux pas quelque chose d'uniforme. Je veux utiliser ce que je vous ai montré tout à l'heure, donc le fameux custom. Et là, en mettant par exemple le cornice molding, vous voyez qu'on a quand même un résultat qui est ultra intéressant. Alors je pourrais utiliser lui aussi, hein. Les deux peuvent fonctionner. Vous voyez que ça fonctionne quand même ultra bien. Et ça va rajouter des détails très rapides. Et ça va rajouter vraiment du cachet à vos modélisations. Donc là, je l'ai montré depuis le début sur un cube, mais rien ne m'empêche d'utiliser un cylindre et de faire exactement la même chose. Sélectionner la face d'en haut, faire un CTRL B. Et vous voyez que là aussi, donc plutôt pour faire un pied, donc je vais sélectionner la face du bas. Là aussi, ça pourrait être intéressant. Donc là, pour le coup, je vais utiliser le crown molding. Vous voyez, d'avoir des résultats comme ceci, qui marchent quand même très très bien avec une sélection de la sorte. Donc voilà, il y a quand même plein de modifications qui sont intéressantes et qui ne nécessitent pas forcément l'utilisation du bevel, mais qui va vous faire gagner quand même un temps fou. Donc modéliser quelque chose qui ressemble à ça, soit on fait ce qu'on appelle un screw ou un spin, donc on modélise toute la tranche et on fait une révolution, donc une extrusion circulaire, soit on utilise les bevels et c'est quand même ultra intéressant. Donc pareil, pour faire des sortes de colonnes romaines ou grecques ou ce que vous voulez, avec des extrusions voilà, qui ressemblent à ceci, par exemple. Je fais un petit peu n'importe quoi, mais c'est pour vous montrer le potentiel de l'outil. Je pourrais très facilement sélectionner plusieurs arêtes avec Alt et Shift, comme ceci. Faire le fameux CTRL B, le raccourci magique. Tac. Et passer par exemple en cornice molding et avoir des résultats qui ressemblent à ceci, qui vont vraiment rajouter des détails. Alors là, il y a plein de soucis. Il y a des soucis d'application d'échelle, donc ça, ce sera le sujet de la prochaine vidéo, parce que là, mes bevels n'ont pas été appliqués correctement. Il y a des soucis de subdivision, il y a des soucis d'affichage. En gros, si je veux corriger ça, oubliez ce que je fais, parce que pour le moment, on n'a pas vu tout ça, mais j'applique l'échelle de mon objet. Je peux refaire mon bevel qui, du coup, sera beaucoup plus propre. Voilà, en termes de topologie, je peux faire un smooth my angle, et voilà, je peux obtenir quelque chose de beaucoup plus sympa, uniquement avec les bevels et avec 2-3 modifications qui sont pas sorciers, vous verrez la prochaine fois. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. C'est une option qui est ultra importante. J'insiste bien à utiliser avec parcimonie. Ne mettez pas des bevels avec 60 subdivisions partout.
Vous verrez qu'il y a moyen aussi d'automatiser ça avec ce qu'on appelle des modifiers, qui sont des sortes de surcouches sur les objets qui vont effectuer un certain traitement. Donc on a un modifier Bevel qui permet de faire ça. Et sur ce, je vous souhaite à tous un bon apprentissage. Et à la prochaine. Prochaine fois, on va avoir un sujet ultra important. On va rentrer un petit peu plus dans la technique. C'est les applications d'échelle, de rotation et de position pour corriger le problème que j'avais par exemple ici sur mon Bevel et qui est ultra récurrent, notamment si vous débutez en 3D. Donc ne loupez pas les vidéos, ça va être super important. On va en reparler régulièrement. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux de suivre les vidéos. N'hésitez pas à rejoindre le Discord communautaire qui est dans la description. Ma chaîne Twitch également sur laquelle je fais plein de lives, on fait du gaming la semaine, donc on joue à des jeux, on parle de 3D. Et tous les week-ends, tous les dimanches soirs, je fais des sessions soit de questions-réponses, où je réponds à vos questions en direct, c'est un petit peu l'équivalent des Weekly Blender comme on faisait avant. Et sinon, je fais des projets 3D. Il y a également une chaîne YouTube secondaire où je mets toutes les rediffusions, donc que ce soit de la 3D ou du gaming, il y a tout qui est bien trié par catégorie, par playlist, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, tout ça est dans la description. Merci à tous et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.